Bien le bonsoir, voici les titres de ce journal. Le droit à la santé des détenus est loin d'être un motif d'élargissement. Rappel de l'avocat des victimes de l'ancien président tchadien, Maître Assane Dioma Ndiaye, qui soutient par ailleurs que le chef de l'État sénégalais n'aurait pas la prérogative de gracier Hissène Habré, quand bien même son état de santé le lui imposerait. Série de réponses et de précisions de l'avocat consécutives à la sortie des proches de l'ancien président dans ce sens. L'intégration des médecins internes dans la fonction publique, cette intégration ne figure pas dans les prérogatives du ministère de la Santé. Le directeur des ressources humaines réagissait ainsi à la marche des internes qui les a menés à quelques encablures des locaux du département. L'autre revendication porte sur la reconsidération de leur statut. À ce sujet, Ibrahim Soukandele Diouf souligne que les négociations sont en cours depuis une semaine au moins. La session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le président en exercice, le chef d'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara, a insisté sur l'urgence de trouver un financement pour lutter contre le terrorisme qui, selon lui, peut freiner le développement de la sous-région. En fin de journal, l'objectif de Oumar Khan braque l'objet d'une mode qui fait polémique. Les pantalons slim, un style ambigu qui oppose les générations, défilé en fin de journal. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Bienvenue à tous. Affaire des talibés de Ndiaye à quelques encablures de coquilles. Attendu demain, 4 décembre 2019, le délibéré dans le procès. Devant la barre, le maître coranique Khadim Gueye et 5 autres personnes incriminées. L'association des juristes sénégalaises espère que les pressions aux yeux de ses membres n'empêcheront pas la lecture du droit. Aïssatou Kanté plutôt est la présidente de la commission protection de l'enfance. Elle est au micro de Boubacar Dieng. Oui, on attend à ce que la loi soit appliquée. Ça sera pareil. Vous savez, c'est des infractions une fois de plus. Donc, pour toute infraction, on attend que la loi soit appliquée. Mais il faut savoir qu'au-delà même de cette sanction, il faut qu'on voit ce que cette sanction-là va engendrer. Parce que ce n'est pas sanctionner pour vouloir sanctionner, mais les juges qui ont le dossier feront leur travail. Aïssata Kanté qui s'exprimait en marge de cette conférence de presse ou dans le cadre de cette conférence de presse d'associations de la société civile, des organisations qui invitent l'État du Sénégal à mettre en œuvre la loi sur la modernisation des daras, une loi qui tarde à être appliquée, ce pour éviter, disent-elles, des incidents à l'instar de l'affaire en question. Une mise en œuvre avec au cœur la sensibilisation des maîtres coraniques. Nous entendrons le compte-rendu de Boubacar Dieng, sans doute avant la fin de ce journal. L'état de santé de l'ancien président tchadien, brandi depuis peu par certains de ses proches pour éventuellement demander sa libération. L'avocat des victimes de Habré saisit la balle au rebond et précise, Maître Assane Dioma Ndiaye, qui souligne que l'état du Sénégal, ou plutôt l'état de santé d'un détenu, n'est en rien lié à l'urgence d'un élargissement. Tant que le droit à la santé est bien entendu respecté, par ailleurs, le Sénégal n'aurait pas la prérogative à ce sujet. Seule l'Union africaine y est habilitée. Compte rendu de cette conférence de presse tenue ce matin, Cheikhou Gueye et Abdourahmane Ly. Il n'y a aucune corrélation entre le droit à la santé et la détention carcérale, scande Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat des victimes de Hissène Habré. Une déclaration en réponse à celle de la femme de l'ex-homme fort de N'Djamena qui a signalé la dégradation de la santé de son mari. Un traitement peut et doit lui être prodigué sans que l'exécution de sa peine ne soit suspendue, souligne l'avocat des victimes. Vous comprenez que beaucoup de détenus sont aujourd'hui au niveau du pavillon spécial de Dantec parce qu'on estime que leur état est incompatible avec les conditions de la détention carcérale, mais cet état n'est pas incompatible avec la détention à milieu hospitalier. Donc le droit à la santé, c'est un droit fondamental. Nous n'en disconvenons pas. Mais pour autant, on ne peut pas faire un saut entre le droit à la santé et la libération d'une personne. Autre précision faite par cet avocat au barreau de Dakar,
le Sénégal n'a aucune prérogative sur une éventuelle libération anticipée ou grâce de l'ancien président tchadien. Les chambres africaines résultent d'un traité. Le Sénégal a ratifié un traité avec des clauses extrêmement claires. Des statuts disent expressément que l'État du Sénégal est lié par la durée de la peine. Et ça a été rappelé dans l'arrêt même de la chambre d'appel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le Sénégal est certes le pays qui a abrité le procès, mais le Sénégal n'est pas le maître d'œuvre de ce procès. Il s'agit avant tout d'un procès international, un procès de l'Union africaine, que quelles que soient les raisons qu'on puisse invoquer, le Sénégal ne peut pas de lui-même et d'autorité soit gracier M. Hissène Habré, soit prendre une décision d'aménagement de sa peine sous quelque nature que ce soit. Ils y tiennent, les victimes de Hissène Habré s'impatientent et courent toujours derrière leurs indemnités. L'actualité, c'est est-ce que les victimes sont déjà indemnisées? Comme le disait Maître tout à l'heure, depuis le procès, nous avons enregistré 100 cas de décès. On n'en parle pas. Mais quand c'est un rhume de Hissène Habré, c'est toute la presse, ou alors c'est son épouse qui descend dans la presse. C'est sérieux ça? Des victimes qui broient le noir. Et ce matin encore, on m'appelle pour dire, mais reviens de Dakar avec de bonnes paroles. Où est l'argent? Des indemnités estimées à 82 milliards de francs CFA répartis entre 7 396 personnes. Je vous en parlais tantôt de cette conférence de presse d'association de la société civile au sujet de l'affaire de Ndiagne, dont le jugement est attendu demain, 4 décembre 2019. Ces organisations invitent donc l'État du Sénégal à mettre en œuvre la loi sur la modernisation des daras pour éviter, disent-elles, des incidents à l'instar de l'affaire en question, une mise en œuvre avec au cœur la sensibilisation des maîtres coraniques. Séléman Diallo et Boubacar Dieng, compte rendu. Les talibés enchaînés à Ndiagne par leur maître coranique, un acte qualifié d'inhumain par beaucoup de citoyens. Pour éviter de pareilles situations, l'Association des juristes sénégalaises souhaite l'application de la loi sur la modernisation des daras. Nous appelons l'État du Sénégal à adopter la loi sur les daras. Vous savez, c'est une loi qui va assainir l'espace scolaire du dara, parce que si on prend le système éducatif normal, laïque, quand même l'État a un droit de regard sur ce qui se passe dans les écoles laïques. Donc c'est ce même droit que l'État doit avoir quand même en ce qui concerne les daras. Le vote est certes utile pour mieux protéger les talibés, mais le président du collectif pour la modernisation des daras estime que la loi n'est pas connue par les maîtres coraniques. Pour l'application de la loi, on en a parlé, ainsi de suite, mais quand même la loi n'est pas connue. La loi n'est pas vulgarisée, n'est pas partagée avec tous les maîtres coraniques. Donc, j'ai même entendu le directeur de la protection de l'enfant, une fois dans le Dara, il a dit que même le maître coranique a dit qu'il ne savait pas qu'il y a une loi qui existe. Et cette loi parlait de la protection de l'enfant, notamment des violences faites aux enfants. Maintenant, la loi doit être partagée avec tout le monde, avec les maîtres coraniques, et les sensibiliser davantage sur l'existence de cette loi. Pour Aïssatou Kanté, l'enseignement coranique doit avoir une bonne part dans le budget de l'éducation nationale. L'État est là pour protéger tout le monde. Donc, que ce soit tous les enfants, cette discrimination entre les enfants, ça ne doit pas se faire. Les enfants qui sont dans les daras, ce sont les miens. Les enfants qui sont dans le système scolaire, laïque, pareil. Donc les deux catégories d'enfants doivent être mises sur le même pied d'égalité. Les associations de la société civile encouragent l'État du Sénégal à intégrer davantage la protection de l'enfant dans les politiques et plans sectoriels, mais aussi elles dépendent de l'augmentation du budget pour la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la protection de l'enfant. Les médecins internes ont battu le pavé ce matin. Ils sont partis de l'hôpital Abass Ndao pour s'arrêter à quelques mètres du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans le cahier des doléances, un meilleur statut et leur intégration dans la fonction publique. Ces blouses blanches qui se disent ouverts au dialogue pour justement une sortie de crise rapide. Moussa Fall et Alioune Gueye.
Hôpital Abass Ndao, point de convergence et de départ. Ces médecins internes ont marché environ 2 à 3 km au rythme d'un même slogan. À quelques encablures du ministère de la Santé, les blouses blanches étalent leurs revendications. Nous avons choisi en toute légalité de procéder à cette marche pour un peu marteler notre désaccord et notre incompréhension par rapport à l'attitude du ministère de la Santé et des autorités de ce pays concernant nos revendications, les revendications de l'association des internes et des anciens internes des hôpitaux du Sénégal. Principalement la clarification du statut de ces internes-là et également le recrutement après la fin de la formation à la fonction publique. Et donc le constat est venu de ce point de vue qu'il n'est pas possible que dans un pays comme le Sénégal, des spécialistes soient des chômeurs dans ce pays-là. Ceci est incompréhensible. Et donc depuis maintenant 1 an, nous n'avons pas cessé d'interpeller le ministère de tutelle, le ministère de la Santé, en toute responsabilité, pour qu'il se saisisse de cette question-là et qu'il puisse prendre correctement ses responsabilités. Ces médecins ont un seul objectif, servir le Sénégal, disent-ils. Nous tenons vraiment à clarifier ce point essentiel. Les anciens internes, en tant que spécialistes, lorsqu'ils sont recrutés dans la fonction publique, ils sont assujettis à la dynamique de la fonction publique. Donc ils peuvent servir dans toutes les régions du Sénégal où les conditions d'exercice répondent aux normes exigées. Donc ça, c'est une question fondamentale où on voulait vraiment répondre et apporter des éclaircissements au niveau de l'opinion nationale. Ils soulignent être ouverts au dialogue avec les autorités pour une sortie de crise. Nous pensons que le ministère de la Santé, il est temps maintenant qu'il se prononce de façon très formelle et qu'il prenne ces problèmes-là à bras le corps et les résout. Dans ce cas de figure, nous sommes pour le dialogue. Maintenant, si rien n'est fait au niveau des autorités, nous sommes dans une assemblée, l'Assemblée générale se réunira et décidera en toute souveraineté de la suite du mouvement. Depuis quelques jours, ces médecins internes ont déserté les hôpitaux. Ils veulent un recrutement dans la fonction publique et un meilleur statut pour l'élite médicale. Ces blouses blanches donc prêtes à se mettre autour d'une table avec les autorités sanitaires. Voici donc les précisions du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Selon le directeur des ressources humaines, les 2 parties ont pourtant pris langue, et ce depuis bien une semaine, la semaine dernière notamment, autour de la question du statut. En revanche, sur celle liée au recrutement dans la fonction publique, le département de la Santé et de l'Action sociale n'est pas le lieu habilité. Voici Ibrahim Soukandele Diouf au micro ITV de Alioune Gueye. Nous avons déjà pris langue avec eux la semaine dernière. L'autorité a déjà signé une lettre d'invitation pour autour de la question du statut de l'internat que les 19 et 20 décembre prochains, que l'on réfléchisse pour voir comment apporter des changements sur le statut de l'interne. Au-delà, nous, en tant que direction des ressources humaines, nous avons commencé à prendre contact avec certains internes par rapport à nos besoins spécifiques. Et par rapport à ces besoins spécifiques, si les internes qu'on contacte sont d'accord, on pourra les mettre en route dès demain pour aller servir dans des structures de santé où le besoin est. Ce que nous ne saurions faire, c'est peut-être les laisser à Dakar et les concentrer à Dakar. Maintenant, en ce qui concerne le recrutement à la fonction publique, vous le savez autant que moi, cette compétence ne relève pas du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Cette compétence relève du ministère de la Fonction publique à travers une commission nationale. L'exploitation des ressources minières et les problèmes de santé qui peuvent en découler, le Sénégal prend les devants pour mettre ses populations à l'abri. L'atelier continental d'évaluation des acquis 2017-2019 s'est inscrit dans ce registre avec comme thème « Exploitation des ressources minières en Afrique, opportunités et défis en matière de droit à la protection sociale des travailleurs et des populations ». À côté de la question sanitaire, l'environnement, de toute évidence, est dans le programme. Un compte-rendu de Alioune Kane. L'exploitation des ressources minières en Afrique de l'Ouest et centrale a connu un développement important ces 10 dernières années et le secteur est devenu très attractif pour beaucoup d'investisseurs. En 2017, un programme spécifique de 3 ans a été lancé pour permettre aux travailleurs des mines de mieux profiter des exploitations.
La rencontre d'aujourd'hui, c'est un séminaire d'évaluation d'un programme triennal qui a débuté de 2017 en 2019 pour évaluer un peu les activités que nous avons faites pendant 3 ans, pendant 9 pays, sur les conditions de travail dans le secteur des mines. Mais pour voir ensemble pendant une semaine quels ont été les résultats qui ont été obtenus, quelles ont été les difficultés que les syndicats ont rencontrées dans le secteur, quelles sont les perspectives que nous devons prendre ensemble pour les années à venir. Mais nous pensons que c'est un bilan positif parce qu'il y a des acquis. Pour ce qui est du Sénégal, des mesures sont prises pour résoudre les difficultés liées à la santé des populations. Cette attractivité ou cette attraction pose effectivement des enjeux et des opportunités à saisir, mais en même temps des défis à relever. Donc c'est des défis de tout ordre, du point de vue santé, du point de vue sécurité, du point de vue environnement de façon générale. Donc c'est pourquoi effectivement on est là pour évaluer le programme triennal qui était établi depuis 2017 et aujourd'hui qui arrive à sa phase finale. Les industries extractives génèrent des dommages environnementaux dont l'ampleur se traduit par une perte de terre, une pollution chimique. De plus, ce phénomène entraîne des migrations des populations. Le terrorisme peut bel et bien freiner le développement de la sous-région ouest africaine, d'où l'urgence de trouver un financement pour lutter contre. C'est la forte recommandation de Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Une enveloppe de 5 millions de dollars est dégagée au-delà de l'installation imminente d'un front régional de sécurité. Le président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine présidait l'ouverture de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA. C'était ce matin au CICAD, le Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Voici le compte-rendu de Augustin Mandang et de Cheikh Hassana Fall. L'Union économique et monétaire ouest-africaine met la main à la poche pour lutter contre le terrorisme qui sévit dans la sous-région. Après plusieurs heures d'échanges, les autorités venues participer à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA ont décidé d'appuyer les forces de défense et de sécurité du G5 Sahel à hauteur de 5 millions de dollars, soit plus de 2 milliards de francs CFA. Afin de contribuer de façon urgente au financement de la lutte contre le terrorisme dans l'espace communautaire, la conférence a décidé une contribution immédiate de 100 millions de dollars US aux 3 membres de la ligne de front du G5 Sahel. Cette contribution s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par l'UMOA pour participer à hauteur de 500 millions de dollars US au financement du plan d'action de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme. Un appui financier accompagné de la mise en place prochaine d'une force régionale de sécurité. Pour la mobilisation de ressources financières conséquentes sur le moyen terme destinées à poursuivre la mise en œuvre du plan d'action suscité, la conférence a adopté un acte additionnel instituant un fonds régional de sécurité. Pendant ce temps, le président Macky Sall a appelé ses homologues à l'unité pour pouvoir faire face à ce fléau. Les performances économiques de l'UMOA ont connu une évolution positive dans de nombreux domaines. Il nous faut renforcer ces acquis et surtout veiller au maintien de la paix et de la sécurité indispensables au développement de notre espace communautaire. Voilà pourquoi, chers collègues, nous devons unir nos forces si nous voulons atteindre nos objectifs d'émergence et améliorer les conditions de vie de nos populations. À l'occasion de la clôture des travaux de la 4e réunion du comité de haut niveau sur la paix et la sécurité de l'Union, le président Macky Sall avait invité les chefs d'État de l'UMOA à accélérer les démarches pour financer la sécurité en Afrique de l'Ouest. Un appel qui semble être entendu, même s'il reste beaucoup à faire pour rassembler les 500 millions de dollars que les États de l'UMOA doivent mobiliser.
Retour au chapitre économie pour parler donc du pétrole et du gaz. Faire bénéficier aux entreprises locales des retombées du pétrole et du gaz, c'est tout le sens du local content. Le salon Pétrogaz organisé à Dakar va au-delà en mettant l'accent notamment sur l'importance de préserver l'environnement. Le chômage des jeunes aussi est au cœur des préoccupations de cette rencontre. Silignang Ibrahim Kamara. La première édition de Dakar Pétrogaz consiste à apporter des solutions aux problématiques de financement des infrastructures énergétiques en Afrique, mais aussi répondre à l'équation de Johannesburg de 2002. Comment concilier l'énergie, le respect de l'environnement et le développement économique. C'est ce qui justifie aujourd'hui la création de ce salon qui, pour nous, va apporter des solutions innovantes aux problématiques de financement des infrastructures énergétiques en Afrique, soient réellement mises en œuvre. Alors, vous allez voir que le premier thème de cet après-midi, ça concerne le local content. Comment faire bénéficier aux nationaux, entreprises nationales, les opportunités qu'offre aujourd'hui la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal dans tous les secteurs. Au cœur des objectifs de ce salon, le pétrole et le gaz sont des alternatives sûres à la lutte contre le chômage au Sénégal. Je pense que c'est tout à fait clair ou compréhensible quand on sait que si on crée des emplois, les gens n'auront pas forcément besoin d'aller chercher du travail ailleurs. Donc si cette industrie-là se développe, si on arrive à tirer profit de ces ressources, et comme je le dis souvent, ces ressources-là, c'est dans la Constitution, appartiennent au peuple sénégalais. C'est normal que le retour donc, puisse bénéficier aux Sénégalais et donc aux jeunes, afin que ces jeunes-là puissent rester dans ce pays-là, trouver de l'emploi et donc gagner sereinement leur vie. L'Algérie, la France et le Sénégal ont conjointement mis en place ce salon afin de répondre aux défis de l'heure relatifs au pétrole et au gaz sénégalais. La fête nationale des Émirats arabes unis, 48e anniversaire au musée des civilisations noires à Dakar, l'occasion de raviver les bonnes relations de coopération entre le Sénégal et les Émirats arabes unis. Mamadou Lamine Fati. Ils sont venus nombreux dans la sobriété, fêter le 48e anniversaire de la fête nationale des Émirats arabes unis. Une occasion pour le chargé des affaires de revenir sur les réalisations remarquables de son pays et la coopération avec le Sénégal. Dont ainsi la haine, la discrimination et l'extrémisme dans toutes ses formes. Les relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et la République du Sénégal sont entrées dans une phase de croissance accélérée, tant au plan diplomatique qu'au niveau économique. Venu représenter le gouvernement du Sénégal à cette cérémonie, le ministre du Pétrole et des Énergies n'a pas manqué de souligner la bonne coopération entre les Émirats arabes unis et le Sénégal, sans oublier les différents projets financés par ce pays. De rappeler l'engagement de Dubai Forward de construire à Ndayane un port moderne qui sera un véritable hub maritime et logistique en Afrique de l'Ouest pour un investissement de 300 millions de dollars US. Par ailleurs, nos deux pays ont également initié une coopération technique avec l'appui à la formation des officiers de police et des femmes militaires dans le domaine du maintien de la paix, l'octroi de bourses d'excellence à des étudiants sénégalais à l'université Sorbonne d'Abu Dhabi et à l'université islamique de Sharjah, ainsi que l'appui à l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers l'auto-entrepreneuriat. L'excellente relation entre les Émirats arabes unis et le Sénégal a été démontrée lors de cette cérémonie, commémorant le 48e anniversaire de la fête nationale des Émirats arabes unis, qui renforce davantage les liens fraternels qui lient ces deux pays. Page internationale signée Chersal. Au Gabon, Bruce Lacrus Alianga, l'ancien tout-puissant directeur de cabinet du président du Gabon, Ali Bongo, a été interpellé ce mardi dans une vaste enquête anticorruption annoncée par le procureur de la République de Libreville.
Moussy Lacrus Alianga, également ex-ministre, a été interpellé ce matin à son domicile, de même que 2 ministres considérés comme ses proches et limogés du gouvernement comme lui lundi soir, a déclaré le procureur André Patrick Ropana. Il s'agit de Tony Ondomba, ex-ministre de l'énergie, et Noël Mbumba, ex-ministre du pétrole. Les 3 hommes ont été abondamment cités par des personnes actuellement en détention dans des faits de détournement de deniers publics, de concussion et de blanchiment de capitaux, a ajouté le magistrat. Directeur de cabinet depuis plus de 2 ans, le franco-gabonais était devenu littéralement l'homme fort du pouvoir depuis que Moussy Bongo avait été affaibli par un accident vasculaire cérébral en octobre 2018, plus longtemps en convalescence à l'étranger. Moussy Lacrus Alianga avait été écarté de ce poste depuis novembre et immédiatement nommé à un ministère, mais sans réel pouvoir, avant d'être limogé du gouvernement dans un remaniement lundi soir. De nombreuses personnalités proches de Moussy Lacrus Alianga ont été la cible ces dernières semaines d'une vaste opération anticorruption qui a déjà conduit à une dizaine d'entre elles en détention préventive. Moussy Lacrus Alianga est actuellement entendu par les enquêteurs, a précisé le procureur. Zimbabwe, la fortune de feu Robert Mugabe officiellement communiquée. L'ancien président du Zimbabwe a laissé dans ses comptes bancaires la somme de 10 millions de dollars et dispose également de quelques propriétés dans la capitale Harare. A relayé ce mardi le journal pro-gouvernemental The Herald. Pendant des années, la fortune de l'ex-homme fort d'Harare a alimenté les fantasmes des Zimbabwéens qui l'accusent, sa famille et lui, d'avoir amassé une richesse colossale durant ses 37 ans de règne. Des suspicions qui ont rarement été accompagnées de preuves tangibles. En octobre, la fille de Mugabe, Bonachiko War, a écrit à la Haute Cour de justice pour demander d'enregistrement du patrimoine de son père composé de 10 millions de dollars détenus dans une banque locale, 4 maisons, 10 voitures, une ferme, sa maison rurale et un verger, a rapporté le Herald. Pour l'heure cependant, il n'existe aucun testament nommant les bénéficiaires de cette fortune, du moins officiellement. Ambiance morose au sommet de Watford, près de Londres, pour le fêter de la 70e anniversaire de l'OTAN. L'alliance des dirigeants s'est réunie les 2 et 3 décembre et minée par des différends. Le président américain Donald Trump a ouvert le premier les hostilités en qualifiant dès mardi de très insultant le jugement de mort cérébrale porté par le président français Emmanuel Macron sur l'OTAN et annoncé son intention de lui en parler lors d'un entretien prévu dans la journée. Je pense que c'est très insultant, a-t-il déclaré lors d'un point de presse avec le secrétaire général de l'OTAN. Avant le début du sommet, c'est un jugement très méchant à l'adresse des 28 pays, a-t-il poursuivi. Donald Trump s'est en outre dit très surpris de la déclaration d'Emmanuel Macron et la juge très dangereuse pour la France. Personne n'a besoin de l'OTAN plus que la France, a-t-il affirmé. Rappelons que Emmanuel Macron avait jugé l'OTAN en état de mort cérébrale après l'offense lancée par Ankara dans le nord-est de la Syrie, sans aucune concertation avec les alliés, mais avec l'ensentement du président américain. Une nouvelle discipline sur la palette du ministère des Sports au Sénégal, le badminton. Ce sport, apparenté au tennis, est reconnu désormais au Sénégal sous la houlette d'un comité national de promotion. Le bureau a déjà été installé hier. Les acteurs dressent déjà une feuille de route dont l'objectif premier est de vulgariser la discipline au plan national. Cheikhou Gueye et Sékou Seydi. Objectif atteint pour les badistes sénégalais. Depuis lundi, ils sont reconnus par le ministère des Sports en tant que comité national de promotion. Faire la promotion ou promouvoir la discipline au Sénégal est d'ores et déjà le lourd fardeau de l'instance dirigeante de la discipline. D'emblée, nous irons promouvoir cette discipline à la base. Nous avons comme grenier naturel les universités, tout en sachant qu'au niveau du Sénégal, nous avons 5 universités. Il y a aussi un grenier au niveau des écoles avec l'UASU et nous irons à la base. À la base, c'est de former d'abord les formateurs et de prendre le grenier qui est la jeunesse. Le développement d'un sport commence par avoir des infrastructures sportives permettant aux adeptes de se mettre à niveau. C'est ce que les responsables de la discipline ont compris. Nous avons des infrastructures, c'est vrai, dignes de renommée comme le Dakar Arena.
Nous avons aussi des salles moyennes, mais c'est là où j'interpelle les communes à ouvrir ou à construire des salles qui sont dédiées, soit aux autres sports, mais aussi dédiées pour le badminton. Les badistes sénégalais ne seront pas seuls dans ce combat, car la Confédération africaine de badminton vient en renfort. La première tâche, c'est les démarches administratives pour l'affiliation à la Fédération internationale, mais aussi à la Confédération africaine. Et à partir de là, nous, on a un plan. Et durant les 2 prochaines années, jusqu'aux Jeux de 2022, en ce qui concerne les formations des cadres, les entraîneurs, les officiels techniques, les athlètes, la formation à l'école. Donc on a plusieurs projets qu'on veut mettre à l'avant. Le badminton commence à prendre un nouvel élan important au Sénégal. Le mérite revient à ceux qui ont accompagné le développement de cette discipline. Maintenant, je suis vraiment comblé parce que d'une part, pour notre histoire, je vois qu'on aboutit vers des projets. Devenu comité national de promotion, le badminton peut maintenant aller à la conquête du monde et chercher des distinctions. Parmi ces distinctions, des médailles olympiques qui demeurent le rêve des jeunes badistes sénégalais. À présent, reportage du jour, une mode controversée, quelque peu même ambiguë aux yeux de certains. C'est celle du pantalon slim homme, bien installé dans l'air du temps. Cette coupe est en passe, si ce n'est pas déjà fait, de susciter un conflit de génération. Tenez-vous bien, au fil des années, la coupe de pantalon pour homme a évolué, des pattes d'éléphant au slim qui divisent aujourd'hui Pape Mafal Fall et Oumar Kane. Avant, c'était comme ça. Il a évolué pour devenir ça. Aujourd'hui, il est comme ça. Collant, très serré au bas. Ce septuagénaire regrette. Il ne supporte pas ces pantalons au bas très serrés que les jeunes hommes portent. À l'époque, on portait les habits européens, et plus les habits traditionnels. Jusqu'à présent, on le fait. Non, c'est ample. Mais ça, ce qu'ils font là, on peut les traiter de n'importe quoi, comme les homosexuels. Ah si, c'est des mauvais signes. Hein. Et puis il y a des parents qui sont contents de ça, qui les laissent faire. Un style que la nouvelle génération adopte et adore, c'est dans ces pantalons qu'ils se sentent à l'aise. Chacun doit porter ce avec quoi il se sent à l'aise. Nous qui sommes de la nouvelle génération, c'est dans ce style que nous nous sentons bien. Nous préférons acheter ces pantalons serrés à des prix chers plutôt que des pantalons larges à petit prix. C'est une question d'époque et ça va passer. Pour que le pantalon leur colle à la peau, certains sont prêts à en découdre avec le tailleur. On reçoit toujours des personnes qui viennent retailler leurs pantalons pour que ce soit plus serré, surtout à l'approche des événements ou des fêtes. Certains, quand tu coupes pour eux un pantalon et que le bas est large, ils refusent de le prendre et te demandent de le retailler. Si l'on en croit ce vendeur de vêtements prêt-à-porter, les jeunes ont adopté ce style pour mettre en valeur leurs chaussures. C'est le clientèle qui impose ce qu'on va acheter. Et on a remarqué que la majeure partie des jeunes aiment les choses, les pantalons très slim. C'est pour faire sortir leurs chaussures. Parce que ce qu'ils nous disent, c'est que quand ils portent des choses très slim, ça leur permet d'exposer leurs chaussures. Et vu que c'est élargi dans le marché, nous aussi, on est obligés d'aller acheter ces trucs-là. Et d'habitude, quand on achète les grandes choses-là, ça peut rester là jusqu'à l'année prochaine. Il n'y a pas de clients pour acheter ça. Difficile aujourd'hui de trouver dans les magasins un pantalon à la coupe large ou droite. Les pantalons au bas très serrés ont fini d'envahir les boutiques d'habillement. C'est à croire que ce ne sont pas les hommes qui adoptent les styles, mais bien le contraire. Un style pourtant prêté en Europe aux hommes qui ont choisi le genre opposé.
Merci Omar Kane, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, hier, juste après, vous retrouvez le professeur El Hadj Songe Diouf, il nous inspire. Ce soir, Anne Zinga nous inspire. Et puis, Keno Askanui avec Sode Diakhoumpa à 20h30. Et puis, ce soir, à 21h, vous retrouvez une histoire d'amour qui finit mal, une histoire d'amour entre l'indophile en chef au Sénégal, décédé, Amadou Badiane, et l'Inde, Amadou Badiane, qui a fini par vomir le pays de Shiva. Vous verrez bien cette belle histoire, malheureusement, qui n'a pas eu une fin heureuse. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonne soirée sur ITV. Au revoir.